Cette semaine avait lieu la deuxième partie des audiences publiques sur l'environnement du projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Ce matin, on reçoit le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Tout d'abord, pour commencer, je vous demanderais, à ce stade-ci, à l'aube de tout ce qu'on a entendu dans les différentes présentations des intervenants, c'est quoi la position de la Ville par rapport à ce projet-là, à ce stade-ci? C'est clair que la Ville trouve quand même qu'il y a certains bénéfices pour la Ville de Baie-Saint-Paul à voir la réalisation du projet des Neiges ici dans la région. Cependant, c'est clair qu'il demeure encore des questions qui ne sont pas répondues. Ça a été intéressant de voir les différentes audiences. Il y a eu deux volets. Il y a eu le premier volet en janvier dernier où les gens venaient poser des questions aux différents experts. Et cette semaine, c'était les gens qui venaient déposer des mémoires, qui venaient s'exprimer et encore une fois dire « Bon, mais moi, je suis en accord pour telle ou telle raison » ou « Je suis en défaveur du projet pour encore telle raison ». Personnellement, je n'étais pas présent dans la salle, mais j'ai regardé la plupart des audiences via en ligne, en fait. Oui. Et je dirais qu'il y a certains citoyens qui ont amené des points très intéressants. Et la question du caribou, on en parle énormément. Les différents experts n'utilisent pas les mêmes données, tout ça. Donc, c'est assez mêlant, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va voir la suite des choses, comment ça va aller. Il y a le ministère de l'Environnement également qui, lui aussi, poursuit des études. Il y a encore des études qui ont cours. Il y a des analyses. Le Bureau d'audience publique en environnement formulera des recommandations au ministre de l'Environnement qui, par la suite, devra déposer un mémoire au Conseil des ministres. Le gouvernement fédéral, le gouvernement québécois, les deux ne travaillent pas avec les mêmes données. Donc, c'est assez difficile, mais je pense que ce que les citoyens ont pu amener, c'est des points qui sont matière à réflexion et qui vont aider les promoteurs du projet à regarder est-ce que c'est possible justement de répondre à telle ou telle question. Et en bout de ligne, si le projet ne se réalise pas puisque c'est pas bon pour la région, il ne se réalisera tout simplement pas, mais on a hâte de voir la suite des choses. Êtes-vous en train de dire aussi on n'a pas vraiment de pouvoir, où on n'a pas le gros bout du bâton au niveau municipal et les décisions, de toute façon, vont se prendre à des niveaux qui sont plus élevés que nous? On va devoir subir, en quelque sorte? C'est comme au Canada, on est dans un ordre de gouvernance qui est partagé. Il y a certains domaines qui relèvent du fédéral, d'autres du provincial, d'autres du municipal. Nous, au niveau municipal, c'est l'aménagement du territoire, tout cela. Et la plupart des éoliennes projetées sont déjà permises à la réglementation. Il y en a environ 7 qui sont dans une zone de PIA, donc un plan d'aménagement du territoire, d'intégration architecturale. Et il reste juste ces 7 dernières-là à statuer, puisque les autres, demain matin, quelqu'un arrive ou demande un permis, on est en droit de donner le permis. Donc, c'est vraiment... C'est ça, d'ailleurs, la présentation que vous avez faite à la Ville de Baie-Saint-Paul, le mémoire que vous avez déposé, c'est conforme aux normes auxquelles vous devez répondre en tant qu'administration municipale. Nous, c'est vraiment ça de notre côté au niveau de la Ville. Mais maintenant, à savoir, est-ce que le projet pourra avoir lieu, ça, c'est le ministre de l'Environnement qui aura le dernier mot à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on suit le tout. Et à la Ville non plus, on n'est pas dans une tour d'ivoire et à dire que ça n'a aucun sens. Comme je disais dans les dernières semaines, oui, je trouvais qu'il y avait certaines personnes qui exagéraient certains points, mais il reste encore des points qui sont à améliorer, puisqu'on le sait, au niveau du caribou, il n'y a pas personne qui parle le même langage à ce niveau-là. Il y a au niveau de certains oiseaux. Au niveau des inondations, par contre, là, on sait quand même que plusieurs experts sont à dire que, de un, le risque zéro n'existe pas. Ici, on y va avec un risque contrôlé, qu'on érige des bassins de rétention, qu'on retire certains tronçons routiers à la suite de la construction du projet. Ça vient diminuer le risque. Donc, pour ça, je pense qu'on avance quand même relativement bien, mais tout ce qui touche la question justement du caribou et autres, bien, je crois qu'il y a encore plusieurs questions à répondre et on va suivre la suite des choses, donc la suite des choses, pardon, et le BAP devra remettre son rapport au ministre d'ici le 20 mai prochain. Vous parlez de toutes sortes de données environnementales, mais il y a quand même un éléphant blanc dans la pièce, c'est l'argent. L'argent que les promoteurs et Hydro-Québec vont retirer. Vous n'êtes pas nécessairement, vous, impliqué là-dedans, mais je vais quand même revenir sur ça en présentant quelques chiffres. On n'en a pas, nous, des chiffres publiquement qui sont sortis. Les promoteurs ne veulent pas en donner pour des stratégies commerciales. On fait quand même des estimations avec des données qui sont publiques, à savoir que le projet va produire 400 mégawatts d'électricité pour alimenter 70 000 foyers québécois dans la province. Si on prend la moyenne de la facture électrique annuelle des Québécois et des Québécoises de 2 000 $, on arrive avec des retombées pour les promoteurs de 140 millions de dollars par année. On propose aux différentes parties prenantes sur le territoire, donc les 2 Premières Nations, la municipalité de Saint-Urbain, la Ville de Baie-Saint-Paul, un 2,6 millions de dollars en redevances qui vont être répartis, on ne sait pas encore les pourcentages, mais entre ces 4 parties prenantes-là. Je vous demanderais ce matin, Michael Pilote, est-ce que vous pensez avoir la part du gâteau suffisante des retombées que ça va avoir aux promoteurs versus ce que ça va donner à la Ville?
Bien, c'est clair que les chiffres que vous avancez ce matin, c'est la première fois que je les entends. C'est des estimations. C'est quand même des chiffres qui sont assez considérables, on va dire ça ainsi. C'est clair que nous, ce qu'on veut, c'est toujours d'en retirer plus. Hein. C'est comme dans toute chose, chacun tire la couverte de son côté. On aimerait en avoir davantage. C'est quand même des bons montants aussi pour la ville de Baie-Saint-Paul. Quand on dit que c'est des peanuts, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est des mots qui ont été employés. Donc ça, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que lorsqu'on parle de montants qui sont des millions tout de même, hein, au niveau du monde municipal, c'est quand même très alléchant. Et l'éolien, dans le premier projet, là, il y a toujours le projet du moulin, hein, que la MRC là, reçoit annuellement 1 million de dollars par année, hein, 600 000 en dividendes et 400 000 plus ou moins en redevances. C'est de l'argent qui est réinvesti dans le territoire. Lorsqu'on a refait l'aréna Luc et Marie-Claude de Baie-Saint-Paul, les gens étaient tous en faveur, mais il y a une facture et ça prend quelqu'un pour payer. Et la MRC, via son fonds éolien, nous a donné 1 250 000 $. Donc ça, c'est quand même pas modeste comme somme. Et le TACO, hein, le fameux scan là, qui a vu son entrée dans l'hôpital de Baie-Saint-Paul dans les dernières années, il y a eu de l'argent qui a été donné via le fonds éolien aussi pour acquérir cet équipement maintenant qui est un équipement de base, de pointe pour le secteur de la santé et des services sociaux. Donc oui, ça a quand même des impacts qui sont importants. Et demain matin, si le projet se réalise, parce que le projet n'est pas encore prêt à être lancé, peut-être qu'il ne se réalisera pas non plus, mais si ça se réalise, il y a quand même là, des retombées importantes pour la ville de Baie-Saint-Paul au niveau économique, au niveau des montants que vous venez de présenter. Bien, c'est clair que ça va nous permettre de réaliser certains projets sans aller piger dans les poches des contribuables. Vous semblez donc satisfait de la stratégie qui avait été employée par la MRC pour le fonds éolien La Rivière-du-Moulin, parce qu'ils avaient pris un règlement d'emprunt pour investir dans le projet. Est-ce que ça pourrait être une opportunité pour Baie-Saint-Paul? On n'a pas entendu parler encore trop de... Bien, c'est des choses qui sont sur la table. Hein. Comme je vous dis, c'est un dossier que ça fait longtemps qu'il se discute. Ça avance très, très, très lentement. Oui. Présentement, on a eu plusieurs discussions sur les redevances. Il n'y a rien de signé. Hein. Ce ne sont que des discussions. Pour la question des dividendes, ce sont des scénarios qui sont sur la table, mais il n'y a pas eu de discussion le plus formelle à ce niveau-là. Autre dossier, logement. On en a beaucoup parlé dans les dernières semaines. Vous avez lancé un appel à modération au cours du dernier mois. En quoi ça consistait? Bien, on voit, hein, l'enjeu du logement, c'est national. C'est pas exclusivement à Baie-Saint-Paul et je crois qu'il faut sortir des sentiers battus. Initialement, ce qu'on avait au Québec, soit que les gens demeuraient dans un bungalow, une maison unifamiliale, ou encore les gens louaient un appartement chez nos promoteurs, donc un appartement qui appartient là, à un privé. Et là, on doit sortir des sentiers battus. On doit innover à Baie-Saint-Paul. Tout d'abord, lorsqu'on est arrivé comme conseil en 2021, on a fait une réforme de toute la question du logement touristique, hein, le fameux B&B, qui est communément appelé ainsi. On est venu mettre la hache, en quelque sorte, dans ce secteur-là pour faire en sorte que la ville de Baie-Saint-Paul soit scindée en différents secteurs et qu'il y ait un contingentement là, par secteur et de les retirer pour le secteur urbain. Donc, ceux et celles qui en opèrent au moment où on se parle, ce sont des droits acquis. On est venu permettre là, la construction également d'unités d'habitation accessoires. Donc, des gens qui veulent rénover leur garage pour en convertir en unité d'habitation. On en voit quelques-uns là, qui font l'arrivée sur le territoire. On a le projet des habitations de la Lumière qui verra là, 43 unités d'habitation abordable sur le territoire de Baie-Saint-Paul, un projet de plus ou moins de 13 millions de dollars avec une participation de la ville de Baie-Saint-Paul de 2,5 millions. C'est quand même important aussi. On a annoncé avec l'Office régional d'habitation dans les dernières semaines qu'il y aura à Baie-Saint-Paul aussi une reconversion de 6 logements auparavant qui sont maintenant vétustes et on les refera. On les rase. On les rase. On en fait 9 et 9 supplémentaires en plus de ces 6-là. Donc, ça fait 15 logements qui sont maintenant du logement social là, sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Et là, ce qu'on se disait, bon, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a modifié le zonage pour permettre la construction de logements dans certains secteurs de Baie-Saint-Paul où ce n'était pas autorisé là, par le passé. Et là, on s'est dit, bon, bien, on va essayer quelque chose. Lorsqu'on a confectionné le budget, on s'est dit, on va baisser le taux de taxation pour les 6 logements et plus. On va voir qu'est-ce que les propriétaires vont faire. Et les échos que j'ai, les gens me disent que la plupart des propriétaires ont fait attention, ont diminué. Donc, il y en a qui me disent qu'au lieu du 5,9 % comme le permet le tribunal administratif du logement, ils ont des hausses de 3,5, de 3, de 4, il y en a de 4,9. Mais la plupart m'ont dit là, que leurs propriétaires là, ont été sensibles à la question et ont été là, en deçà là, du 5,9 %. Autre dossier en lien avec le logement, qu'on parle peu, mais c'est le quartier des Moissons. Oui. Qu'est-ce qui advient avec ça? Les premiers travaux sont prévus pour quand? Bien, le quartier des Moissons, c'est déjà débuté. Hein. Au quartier des Moissons, on a certaines résidences qui sont déjà là, construites. Il y a des gens qui habitent également des édifices à logement dans ce secteur-là. Mais c'est encore très peu, là. Oui, c'est sûr que c'est les premières phases. Hein. C'est quand même un développement là, privé, hein, que je le rappelle, là, à 200 millions d'investissements. Donc, c'est quand même pas rien pour Baie-Saint-Paul. On sait qu'il y a des commerces là, qui ont été annoncés, donc Pizza Salvatore,
Satori là, qui ouvrira là, sous peu. Il y a un Starbucks également qui s'en vient. On sait qu'il y a un Taxi Sushi également qui a été annoncé. Il y a d'autres aussi là, commerces qui sont en discussion avec le promoteur. Je vais laisser évidemment le soin au promoteur de faire les annonces en temps et lieu, mais c'est un projet qui est intéressant pour Baie-Saint-Paul. Hein. Il y a une grosse chaîne également là, qui est en discussion, tout ça. Donc, c'est quand même un beau projet pour la ville de Baie-Saint-Paul et on voit que Baie-Saint-Paul est maintenant une ville qui est attirante, qui est accueillante. Hein. Dans les dernières années, c'est la municipalité de Baie-Saint-Paul qui a accueilli le nombre le plus élevé de résidents annuellement, selon les données là, du ministère des Affaires municipales dans toute la région de Charlevoix. Donc, ce que la ville fait, c'est intéressant, c'est alléchant. Et bientôt, on disait tout le temps Baie-Saint-Paul, une ville de 7000, mais lorsque je dis aux gens, c'est arrêté de dire ça, on est rendu à près de 7900 personnes, donc on est à un peu plus de 7850, donc 7852 précisément. On arrive à 8000 et peut-être un jour, qui sait-on, jamais, on atteindra peut-être le fameux 10 000 personnes. Dernier dossier que je souhaitais aborder avec vous ce matin, suivi des inondations. Oui. Malgré que Baie-Saint-Paul soit très accueillant, il s'est quand même produit des choses en 2023 ici, sur le territoire. Est-ce qu'on a des nouvelles du fédéral? Il nous avait promis de l'argent. Qu'est-ce qui arrive avec cet argent-là? Bien, ça, c'est un gros dossier. Les inondations, ça a impacté quand même la ville de Baie-Saint-Paul, les citoyens, l'administration municipale, toute la ville également. Donc, ça a été immense, qu'est-ce qu'on a vécu le 1er mai 2023. La gestion de l'état d'urgence qui a duré plus ou moins 7 jours. On a eu par la suite le rétablissement, que ça n'a pas été facile, les fameuses audiences des comités de démolition, tout cela. Tous les gens qui ont demandé des permis de démolition les ont eus. Les gens qui voulaient rénover également ont eu le permis. Il y en a également qui ont fait des demandes pour avoir des sommes là, via le programme du ministère de la Culture. Donc, il y avait un 750 000 $, c'est pas rien. Oui. Les sommes ont été décaissées pour la plupart. On va rencontrer des représentants des sinistrés dans les prochains jours. On met en place des études sur les différents cours d'eau de Baie-Saint-Paul. On a eu des discussions avec les deux ordres de gouvernement, autant à Ottawa qu'à Québec. Et ça donne quoi? Ça donne quand même du positif. Les deux gouvernements n'ont pas les mêmes façons de travailler. Hein? Mais nous annoncez-vous quelque chose ce matin? Là? Ce que je peux vous dire, c'est qu'initialement, on disait qu'on n'avait pas de nouvelles de la part d'Ottawa. Je m'étais rendu sur la colline parlementaire à Ottawa. J'avais rencontré le ministre Duclos, oui. Également l'ex-ministre Pablo Rodriguez, qui maintenant là, brigue la chefferie du Parti libéral sur la colline à Québec. Et ça avait fait quand même avancer les choses, puisque au niveau du fédéral, il y avait quand même là, de belles avancées, mais là, ils doivent être en harmonie avec le provincial. Le provincial a besoin de tel ou tel document, ce que le fédéral n'a pas nécessairement besoin. Fait que là, les deux sont en train de se parler, mais je pense que très prochainement, on pourra avoir là, place à de belles annonces pour Baie-Saint-Paul. Ce qu'on veut, c'est de sécuriser nos citoyennes et nos citoyens. On le fait dans un premier ordre au niveau de 2023. À l'automne, hein, on se rappellera qu'on avait procédé à l'enrochement de 8000 tonnes au niveau là, du mur de la rue Ménard là, qui avait été là, abîmé par les inondations. Donc ça, c'est corrigé. Et là, ce qu'on va voir, c'est des travaux plus permanents. Donc, il y aura... À partir du printemps? Je ne pourrais pas vous donner d'échéancier, puisqu'on est encore quand même en démarche. Il y a plusieurs ministères qui sont impliqués également dans la démarche. Les citoyennes et les citoyens seront également impliqués, puisqu'il y aura des changements également pour le centre-ville dans le futur. C'est sûr que si on procède là, à la mise en place de murs, on élève des choses, c'est sûr que les citoyens vont être consultés également. Il y a eu des consultations qui ont eu lieu là, juste avant le temps des fêtes également. Oui. On va revenir avec ça en 2025. Qu'est-ce qu'on fait avec les fameux terrains qui sont vacants? Plusieurs terrains qui sont maintenant la propriété de la ville. Hein. Les gens sont passés chez le notaire et la ville a acquéri pour $1 les terrains. Donc ça aussi, on devra prendre des décisions en consultant évidemment la population. Qu'est-ce qu'on fait avec ces terrains? Est-ce qu'on y va avec des jardins communautaires? Est-ce qu'on y va avec des parcs? Tout ça. Donc c'est des questions là, qui devront là, être répondues là, dans les prochains mois. Merci, Michael Plette, d'avoir fait le tour de ces dossiers-là ce matin avec nous. C'est un plaisir. Comme les bons projets survivent au changement de gouvernement, les bons projets survivent aussi au changement de conseils municipaux. La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François a récemment accueilli la ministre responsable de l'Habitation du Québec, Mme France-Hélène Duranceau, dans le cadre d'une annonce de soutien financier au projet de logements sociaux et abordables de l'organisme Accès Petite-Rivière. Ici à Petite-Rivière-Saint-François, bien là, aujourd'hui, on parle d'un projet qu'on voit en 6 bâtiments, 20 logements sociaux et abordables pour des familles et personnes aînées autonomes. Le complexe immobilier verra le jour sur un terrain qui a été octroyé par la municipalité à 2 pas de l'église située au cœur du village. Soutenu financièrement par les 2 paliers de gouvernement, ce projet de logement sera destiné à 2 clientèles cibles. Il y a aussi
un autre élément important à souligner, donc on parle de logements abordables, mais il y a tout de même 16 des 20 unités de logement qui vont bénéficier du programme de supplément de loyer du gouvernement ou de la Société d'habitation du Québec. Donc ça veut dire qu'il y a 16 des personnes, des ménages qui habiteront dans ces logements-là, qui vont se voir subventionner leur loyer. Donc, ces gens-là ne paieront pas plus que 25 de leurs revenus en loyer. Donc, ces logements-là, les 16 sur 20, on peut les qualifier de logements sociaux parce que les gens ne paieront pas plus que 25 de leur loyer. La ministre Duranceau soutient que le projet de Petite-Rivière-Saint-François, qui est estimé à 8,8 millions de dollars, ne présente pas des coûts de construction hors du commun. Un projet qui, dans son ensemble, là, est dans un budget qui est acceptable compte tenu de ce qu'on veut comme qualité d'immeuble. Non, de ce point de vue-là, c'est un bon projet. France-Hélène Duranceau rappelle que la Société d'habitation du Québec appuie des projets de la sorte dans l'ensemble des villes de la province, et ce, peu importe leur taille démographique. Le programme d'habitation abordable s'assure qu'on couvre toutes les régions du Québec. Il y a des besoins partout au Québec en ce moment. Oui, dans les grandes villes, mais dans les petites villes, tout à fait. Comme je le mentionnais, pour pouvoir attirer des travailleurs aussi, pour desservir les entreprises qui sont à l'extérieur des grands centres. Alors oui, il y a des projets qui sont déposés partout, d'où l'importance que les municipalités puis les MRC qui ont compétence aussi en matière d'habitation lèvent la main puis nous proposent des projets. Donc, on est tout à fait à l'écoute parce que c'est important pour notre gouvernement de s'assurer que toutes les régions reçoivent leur part en matière de logement. La mise en chantier du projet d'accès Petite-Rivière devrait s'effectuer au courant du printemps 2025. L'inauguration du complexe de 20 logements est quant à elle prévue pour l'hiver 2026. À chaque semaine à TVCO, nous recevons des élus, qu'ils soient maires ou députés. Et aujourd'hui, pour savoir ce qui se passe du côté du fédéral et en parler, j'accueille Caroline Desbiens. Caroline, bonjour. Bonjour. Caroline, commençons tout de suite avec le thème dont tout le monde parle et qui prend beaucoup trop de place, je pense, dans nos esprits, nos voisins américains. Nos voisins américains nous imposent des tarifs. Qu'est-ce que ça a comme impact dans notre circonscription? On en parle beaucoup au Canada, tout ça, mais dans la circonscription, est-ce que vous pouvez voir des impacts là-dessus? Bien, justement, on a fait le tour. Mon chef, Yves-François Blanchet, est venu dans Charlevoix il y a 2 semaines et on en a profité pour rencontrer un certain nombre d'acteurs économiques de la région de l'Est, vraiment du côté Est, parce qu'on n'avait pas encore rencontré ces gens-là, donc entre autres Gavalco, la gang de Résolu, du chantier, de l'industrie. Et somme toute, c'est à court terme, quand je dis à court terme, c'est pour la prochaine année, les impacts ne seront pas majeurs, parce que, premièrement, le marché de Gavalco est intérieur. C'est un marché exceptionnel qui s'installe dans Charlevoix, du côté de Saint-Urbain. Oui, on parle de l'usine d'acier galvanisé. Oui, exactement. Oui. Je ne veux pas dire qu'il faut mettre des lunettes roses, mais il ne faut pas non plus céder à la morosité, céder à... Le Québec est une nation extrêmement riche de toutes sortes de forces, l'aérospatiale, le bois, l'électricité, évidemment, l'hydroélectricité, mais aussi l'éolien et toutes les autres formes d'énergie propres, l'aluminium. Il va y goûter quand même, l'aluminium. L'aluminium va y goûter, mais il faut nuancer. Encore une fois, à court terme, il y a des contrats qui sont déjà signés, qui sont déjà en fonction et qui ne sont pas sous cette taxe-là systématiquement. Donc, il y a bien sûr de l'inquiétude. Il ne faut pas s'en cacher, il y a de l'inquiétude. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec n'est pas en mauvaise position dans le contexte des négociations et des traités internationaux, dans la mesure où le Bloc veille au grain. Bien justement, vous êtes l'opposition à Ottawa. Il y en a d'autres, mais vous faites partie de l'opposition à Ottawa. Présentement, il y a toutes sortes de choses qui se négocient. Il y a des visites à Washington, il y a toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'un parti d'opposition comme le Bloc peut faire dans une situation comme celle-là? On est déjà commencé à le faire. Moi, en tout cas, je parle depuis les 5 ans que je suis là. Notre chef utilise énormément ses leviers diplomatiques parce que la différence avec
d'être à Ottawa, d'avoir un siège à Ottawa en ce moment, c'est qu'on a des leviers diplomatiques. Donc, on peut aller faire des rencontres, faire des représentations au sein des différents pays d'Europe, des États-Unis. Notre chef a une tournée du côté des États-Unis en début mars qui est organisée. Donc, on est capable de faire un travail en amont qui est extrêmement constructif, qui est un peu moins flamboyant. On n'est pas dans les Kodak, mais on fait des choses constructives. On crée des liens, on a des échanges sérieux qui fait en sorte que ça fait réfléchir un peu nos interlocuteurs. Donc, on arrive à déposer des enjeux importants et de faire de la sensibilisation, parce que c'est à deux... Il y a toujours un contre-coup à un traité international. Il faut être capable de faire valoir notre poids au niveau des ressources naturelles, au niveau de nos forces économiques, pour être capable de faire un contrepoids, justement, qui n'est pas nécessairement aussi évident ailleurs au Canada. Maintenant, quand ces situations-là arrivent, il y a un sentiment d'insécurité qui s'installe. Puis on sent présentement au Canada un sentiment de national, un sentiment national. On est fiers d'être Canadiens, puis on va défendre le Canada. Comment on se situe avec un bloc qui, lui, veut faire la promotion de la souveraineté du Québec? Le même travail qu'on fait toujours. Parce que là, le Canada est à la hausse, présentement, dans le cœur des citoyens. Quand on est assis dans un comité parlementaire, par exemple, moi, je suis vice-présidente du comité Pêche et Océan. Donc, je contribue à l'exercice parlementaire qui fait en sorte qu'on vote des projets de loi. On a le choix au Québec de ne pas intervenir dans les projets de loi et de se retirer complètement. On pourrait se retirer complètement, dire on ferme nos valises, on s'en va. Ou bien, en attendant que le Québec choisisse une avenue, à notre avis, l'avenue qui est la meilleure, parce qu'on a démontré maintes reprises que le fédéralisme ne servait pas le Québec. De plus en plus, les gens s'en rendent compte tranquillement. Mais malgré ça, il faut, en attendant, être dans l'action. Parce que si on n'est pas là pour protéger les intérêts du Québec, le Québec aura de moins en moins de poids, de moins en moins de levier. Et donc, dans l'ensemble de l'œuvre, on est envié. Le Québec est envié par l'Alberta, par les provinces maritimes, de dire, écoute, le Québec, eux autres, ils ont des sièges au Parlement d'Ottawa, puis ils font valoir leurs intérêts. Donc, on a ce levier-là qui est important pour protéger le Québec contre ce que le Canada a tendance à faire, c'est-à-dire se servir du Québec. Je vous entends, mais dans les faits, là, la Chambre est prorogée. Oui. Les projets de loi que vous avez défendus, que vous êtes venus présenter ici à plusieurs reprises, ont été mis de côté. Par deux, entre autres, la gestion de l'offre par 2 sénateurs non élus. Mais ce qu'on constate, finalement, c'est que malgré vos efforts, vous touchez un mur. Puis il est pire que jamais, votre mur, parce que là, les projets de loi sont restés au feuilleton. Ça ne sera pas voté, on s'en va en élection. Avez-vous vraiment l'impression que vous avez une action qui vient changer les choses à Ottawa, ou vous faites du bruit là, dans... Nous, on travaille, en fait... C'est vrai que nos projets de loi n'ont pas eu l'échéancier qu'on voulait, le résultat qu'on voulait, mais lorsqu'on est rendu à faire voter le Parlement pour la gestion de l'offre, qu'on fait des manifestations sur la colline avec toutes les partis représentés, la plupart des sénateurs sur la colline avec nous, évidemment, des agriculteurs sous gestion de l'offre. Laissez-moi finir. Donnez-moi du temps. Parce que c'est important ce que je dis. Tout ça est mis en place et on a démontré 2 choses. Que la gestion de l'offre était intouchable. Alors, même si le projet de loi n'est pas passé, dans le collectif de la société québécoise et même canadienne, on ne peut pas. Je verrais très mal le Canada se servir de la gestion de l'offre pour négocier des traités internationaux. Pourtant, les États-Unis n'hésiteront pas à ouvrir le dossier, eux, de leur côté. On verra, mais on sera là. On sera là pour faire le contrepoids. On sera là pour réagir. On sera là pour mettre en place des thèmes qui sont autres que d'altérer la gestion de l'offre. Et ça, c'est important parce que notre économie agroalimentaire est basée là-dessus et c'est démontré que c'est un mécanisme, un modèle environnemental, économique, qui est envié partout dans le monde. Alors, c'est pas vrai que si on n'est pas là pour le défendre, projet de loi ou pas, si on n'est pas là pour défendre ça, on manque énormément l'occasion de mettre le Québec en avant et de protéger ses leviers de base. Maintenant... Là, oui? Maintenant... Oui, je vous laisse encore aller. Merci, c'est gentil. Allez-y. Maintenant, dans le contexte où ce genre de travail se fait, il n'est pas fait par personne d'autre. C'est le Bloc qui fait ça. On a des lois... On cherche des résultats, quand même. Mais il y en a plein de résultats. Je défie quiconque, cet automne, a ouvert la télévision pendant 10 minutes qui n'a pas entendu parler de la gestion de l'offre.
Alors ça, c'est important, parce qu'il y a plein de Québécois qui n'étaient pas conscients à quel point c'était important la gestion de l'offre. Là, ils l'ont vu. Alors tout ça fait en sorte que les gens réfléchissent. Moi, j'ai confiance à l'intelligence des Québécoises et des Québécois. Je le sais qu'ils ne sont pas dupes. En ce moment, les gens réfléchissent très fort parce qu'on est à l'épreuve plus que jamais dans nos bases. Permettez-moi, je vous écoute, là, et vous êtes prête pour les élections. Je suis prête, certain, ça fait longtemps. On vous entend, là. On voit que l'argumentaire est là. Vous êtes prête à aller de l'avant pour les élections. Je pense qu'il faut rapidement refaire un Parlement, refaire un outil de travail au niveau gouvernemental pour être capable d'embarquer sur la patinoire. Parce que là, au-delà des questions de souveraineté ou pas, présentement, on a l'impression que le Canada est attaqué, mais que la réponse, on est au neutre présentement. Le Parlement ne siège pas, le premier ministre s'en va, le successeur n'est pas encore nommé. Présentement, on est vulnérable. On est dans un flottement et c'est agaçant. C'est agaçant, effectivement. Donc, il faut que ce soit réglé rapidement. Nous autres, on espère que le nouveau chef qui deviendra pendant quelque temps premier ministre, sans avoir un siège au Parlement d'Ottawa, passera vite en mode électoral. Parce que vous êtes prêt à le renverser. Là. Absolument. Oui, bien sûr, à n'importe quel moment. Nous autres, depuis le 29 octobre, c'était la date ultime qu'on avait donnée au gouvernement à l'époque pour nos 2 projets de loi, pour la réponse positive à nos 2 projets de loi. Nous autres, à partir du 29 octobre, on était en mode électoral, on était prêt à renverser le gouvernement n'importe quand, parce qu'il fallait le faire. Comment vous voyez la lutte électorale à venir? Comment vous voyez ça? On a l'impression que les conservateurs sont fait un peu tirer le tapis sous les pieds, qu'on a un banquier mondial qui arrive et qui apparaît comme un sauveur. On s'est questionné. Vous vous placez où par rapport à ça? On s'est questionné à l'automne, à partir du 29 octobre. On s'est dit, bon, ben là, on va aller en élection. Mais non, les conservateurs ont étiré la sauce avec une procédurite qui ont paralysé le Parlement pendant le reste jusqu'aux fêtes, alors qu'on aurait pu aller en élection. Les néo-démocrates ont continué d'appuyer le gouvernement aussi. Aussi. Alors, tout ça nous amène là où nous sommes. Moi, les prochaines élections, je les vois comme un défi supplémentaire pour moi, mais aussi pour les Québécoises et les Québécois. Il va falloir que les gens réfléchissent à ce qui s'est passé et ce qui peut se passer dans l'avenir et qui, au centre de ça, est la meilleure voie pour avoir un poids important et faire écho à l'ensemble de l'Amérique de ce qu'est le Québec et de son... Et vous pensez que dans le contexte actuel, alors que le Canada est sous attaque économique, que le parti qui défend la souveraineté est le mieux placé pour recueillir l'appui des Québécois? Absolument. Le Québec sera toujours le Québec, quel que soit ce qu'on en dise, quel que soit le portrait politique. Le Québec sera toujours le Québec. Et l'histoire nous l'a servi plusieurs fois. Nous n'avons qu'une signature, c'est celle du Québec. Maintenant, dans le contexte actuel, comme je vous le disais tantôt, il faut utiliser les outils qui sont à notre disposition. Oui. Demain matin, il n'y a pas de référendum. Demain matin, on peut pas. Demain matin, là, on ne peut pas. Mais est-ce qu'on est obligé de s'asseoir sur notre chaise, d'attendre, puis de voir le Québec se faire monnayer par le Canada, ou si on est mieux d'être au front avec le reste du Canada, veiller au grain et être collaboratif, proposer des suggestions qui parfois sont bonnes pour le Québec et étonnamment, le Canada s'aperçoit que c'est une bonne idée. Et donc, on est mieux d'être dans l'action que de se faire avoir, je dirais, par des gens qui n'ont pas l'intérêt du Québec. Et ça, c'est démontré avec le temps. Je pense qu'il n'y a plus personne qui croit que les 10 députés conservateurs ont servi le Québec, qui se lèvent le matin pour dire, bon, qu'est-ce qu'on ferait bien pour le Québec aujourd'hui? Ils sont pris avec un boulet au pied, c'est la ligne de parti. Puis la ligne de parti est tournée vers le pétrole. L'autre parti, c'est tourné vers les finances de Toronto. Le multiculturalisme et les frontières et tout ce que ça a donné au Québec. Cette complexité-là d'accueil, qu'on n'a pas réussi à faire un accueil réussi, une immigration réussie, parce qu'on s'est fait imposer des choses par le Canada. Donc, à la frontière, je parle de l'accueil des réfugiés. Oui, donc, mais il faut absolument qu'on... En conclusion... Je demande aux Québécoises et aux Québécois de bien réfléchir. Et ils sont capables de le faire. Il faut juste qu'ils ne se fassent pas happer par la morosité, le sentiment de panique. On ne fait rien quand on prend panique. Il faut rester dans le concret, il faut rester bien focusé et voir où sont nos leviers et comment on peut travailler avec
Alors, à n'en pas douter, Mme Desbiens, vous êtes Toute prête... l'acuité oui. que le Bloc québécois démontre. Vous êtes prête pour les prochaines élections? Je suis prête et je sens que c'est plus important que jamais de l'être. Alors, on sera heureux de vous accueillir à nouveau pour en parler. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et surtout, ne cédez pas à la morosité. Le Québec est riche, fort et on est capable de se défendre. Merci, Mme Desbiens. Le Fermente Manoir Richelieu a récemment été l'hôte du rendez-vous annuel en gestion des ressources humaines de Charlevoix. Vous assistez aujourd'hui à la 22e édition des rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix. Ça fait 22 ans que ce comité-là, bien pas le comité a évolué, mais ça fait 22 ans que l'événement est au service des gestionnaires de Charlevoix. Alors, ça fait 22 ans qu'on parle de ressources humaines. Les ressources humaines ont beaucoup évolué depuis 22 ans, comme vous le savez. Et là, cette année, on est vraiment dans la thématique de la résilience. L'année d'avant, on était dans l'intelligence artificielle. L'année d'avant, on était dans le marketing RH. Alors, à chaque année, on offre aux gens une nouvelle façon de voir les RH, de nouveaux outils RH. Et c'est ça qui est la beauté de cet événement-là. Et c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, on est complet. On est 200 personnes ici dans la salle. Alors, c'est 200 gestionnaires qui ont à cœur les ressources humaines de Charlevoix. L'événement de cette année a été repensé afin de proposer une formule innovante et basée sur l'intégration des participants. Oui, cette année, il n'y a pas d'atelier. Cette année, c'est ouvert. C'est vraiment 4 grandes conférences dans la même salle. Alors, les gens peuvent assister tous ensemble. Et ce qui nous permet aussi de créer une nouvelle façon de voir l'événement. Pour nous, c'est une première. Puis je pense que ça peut donner de bons résultats parce que les gens sont tous ensemble, peuvent mieux partager leur expérience de la journée. Fait qu'on est content. Jean-Louis Mandeville estime que l'édition 2025 du RVGRH semble trouver écho chez les entreprises et les organisations participantes. Les gens sont de bonne humeur. Il faut dire que ces 200 personnes, la majeure, à 95 % c'est des gens de Charlevoix. Fait que les gens, c'est aussi une occasion de réseautage. Les gens se voient. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Fait que vous avez vu la fébrilité dans la place. Les gens en jasent, ont du plaisir, tout ça. Alors, c'est vraiment un événement réseautage, un événement formation. C'est pour ça aussi que l'Université du Québec à Chicoutimi offre la possibilité d'avoir des unités de formation continue. Fait que c'est un événement qui est reconnu au niveau de l'université comme une journée de formation. S'il y a un intérêt pour les RH, l'univers des ressources humaines évolue à une vitesse exponentielle. Ça va vite. Le recrutement, la rétention, tout ça, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Alors, c'est pour ça que autant de gestionnaires sont ici, parce qu'on a besoin d'outils. Et on a aussi surtout besoin de rafraîchir son coffre à outils. Et des fois, on fait toujours la même chose depuis 10 ans au niveau du recrutement, puis on se dit « Ah, mais comment ça que ça marche pas? » Bien, des fois, ça fait « Ah, il y a peut-être un outil nouveau, peut-être un outil que j'avais que je ressors revampé un peu, une manière de faire que j'avais, mais que j'avais mis de côté, mais qui est peut-être maintenant pertinente avec ce que j'ai entendu aujourd'hui. Si on a parlé de plaisir, on a parlé de la théorie du +1. Comment on sollicite l'engagement? Bien, tout ce qui a été dit, on le sait peut-être, mais de se le faire dire d'une autre façon, d'une façon nouvelle, bien, ça fait comme un petit ancrage dans le cerveau. C'est OK, c'est la théorie du +1. Tantôt, on parlait du petit X, bien-être, comment on travaille nos personnalités. Fait que c'est tout ça, bien, ça fait partie de cette journée de formation-là et les gens quittent après l'activité réseautage, quittent puis ont une plus-value. L'organisateur soutient que ce type d'événement pédagogique engendre des répercussions positives pour les gestionnaires présents, mais également pour les employés au sein des entreprises. Le rendez-vous en gestion des ressources humaines, c'est vraiment là pour servir la population de Charlevoix. C'est ce qui est le plus important. On est là, nous, ce comité de 12 personnes travaille au mois de mai de façon régulière à bâtir cet événement-là. C'est vraiment pour servir les gens de Charlevoix. Ils font ça pour eux, pour donner aussi une qualité de vie aux employés, parce qu'en bout de piste, c'est les employés qui en profitent d'une bonne gestion RH. Le coordonnateur en est déjà à réfléchir le déroulement de la prochaine édition. Dès qu'on reçoit le sondage, aujourd'hui, les gens vont recevoir un sondage en fin de journée et les gens, on invite les gens à nous faire part de est-ce qu'ils ont des conférenciers qu'ils auraient aimé avoir. Et nous, on prend tout ça en note. Alors, au fur et à mesure que le temps avance, à partir du mois de mai, on collige toute l'information qui a été offerte par les participants et ça nous permet d'aligner, si vous voulez, la thématique de 2026 en disant, OK, il y a vraiment un besoin à tel niveau et là, le comité conférence se concerte puis, OK, on a eu des suggestions de conférenciers. Fait que le besoin est là. Et là, le besoin est statué, un peu comme cette année, la résilience. Et après ça, bon, on s'en va avec le comité marketing quand les conférenciers sont choisis puis là, on développe la thématique.
Le rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix devrait revenir l'an prochain pour une 23e édition. Au courant de la semaine dernière avait lieu la deuxième partie des audiences publiques sur l'environnement du projet éolien des neiges secteur Charlevoix, ici à Baie-Saint-Paul. Et nous étions présents, l'équipe de TVCO, à ces rencontres pour entendre les différentes présentations des intervenants qui s'opposaient ou qui étaient en faveur du projet éolien qui va voir le jour dans les terres du séminaire. On a également rencontré, durant ces présentations-là, un inventeur professionnel qui provient de l'extérieur de la région de Charlevoix. On l'a invité aujourd'hui en studio pour qu'il vienne nous présenter son projet, ses idées. Il s'appelle Normand Baudouin. Bonjour, M. Baudouin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça me fait plaisir. Tout d'abord, je commencerai en vous demandant, parlez-moi un peu de votre parcours. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez inventé tout au long de votre carrière? Eh bien, moi, c'est une drôle d'histoire. Quand j'avais 13 ans à peu près, je me présente dans un magasin de vélos et je dis au propriétaire, moi, je peux tout réparer les vélos qu'il y a ici. Bien, il m'a dit, va-t'en chez toi, le petit, ça ne peut pas aller. Et finalement, il m'a donné ma chance et l'été, dans la première été, c'est moi qui étais en charge de toute la réparation de bicycles. Je travaillais de 9 h le matin jusqu'à 8 h le soir. Je réparais tout. J'avais seulement que 13 ans. Alors, c'est comme ça que, dès le début, je me suis familiarisé avec les concepts de rotation, les concepts de levier, toutes ces choses-là. Le mouvement, la physique derrière les objets. Là. Exactement, mais de façon pratique. Donc, après ça, j'ai eu mon premier brevet canadien et aussi américain de moteur. J'ai commencé à inventer des moteurs. Vous avez révolutionné les types de moteurs, là. Exactement. Après, il y a un groupe de Français qui s'est intéressé à mes travaux, qui m'a demandé de poursuivre mes travaux au niveau des innovations. Donc, j'ai fait plusieurs brevets. Et finalement, j'en suis arrivé à un moteur qui était assez révolutionnaire, qui est le moteur turbinatif. Et ce moteur-là, en France, j'ai eu la chance que ces gens-là ont amené ce moteur-là à la Bourse de Paris sur Euronext. À ces à-côtés-là, j'ai fait des salons comme des salons de l'invention. J'ai été médaillé d'or du salon de l'invention du gros salon international des inventeurs de Genève, etc., etc. Oui. Après être revenu de Paris, m'être détaché de Paris vers... aux audiences, à peu près vers le niveau des audiences, les premières audiences sur les éoliennes qui avaient été faites par la Régie de l'énergie avec l'ancien président d'Hydro-Québec, M. Vandal. Dans les années 80? Je crois que c'était plus dans les années 90, au début de 90. Là, j'avais déjà commencé à innover dans les éoliennes. J'avais fait mes premières éoliennes rectilignes et là, je les ai présentées à la Régie de l'énergie. Un inventeur, c'est jamais satisfait. Donc, moi, pas tellement longtemps après, je me suis mis à voir, bon, il y a encore tel défaut, tel défaut. Ça s'envoie beaucoup d'énergie. Ça donne peut-être je dirais, du 300 à 400 % plus d'énergie qu'une éolienne conventionnelle. Mais je n'étais pas satisfait. Et finalement, au fil des années, j'ai révolutionné mes propres inventions. Et depuis quelques années, j'ai comme on dirait, amélioré ces éoliennes-là. Je les ai organisées aussi pour qu'elles deviennent des hydroliennes. Mais plus même, c'est drôle à dire, je suis parti d'une structure qui était d'éolienne standard, qui était ronde. Celle qu'on voit actuellement un peu partout au Québec, là. Extrêmement énergivore. C'est ça que vous dites. Vous êtes en arrivé au constat qu'en construisant une éolienne standard comme on connaît, on perd énormément d'énergie. Le problème qu'il y a, c'est que c'est drôle à dire, on veut décarboner. Mais c'est contradictoire parce qu'on veut décarboner avec des machines qui sont énergivores. Parce que, sous prétexte qu'on ne connaît rien d'autre. Mais selon moi, c'est des vieilles machines. On peut raffiner les pales par de l'ingénierie, mais on est quand même dans des machines qui sont simplement une roue grecque, ou c'est encore un moulin à vent du Moyen-Âge, ou encore c'est une roue d'eau des moulins à grains. On n'a pas travaillé la façon de récupérer l'énergie dans les machines. Alors, le concept est simple. C'est, si vous me permettez de l'expliquer, grosso modo, le travail général que j'ai fait, c'est que une machine idéale, parce que l'énergie est rectiligne, l'énergie, qu'elle soit électrique par une attirance ou une répulsion, qu'elle soit sous forme de vent,
qu'elle soit sous forme d'eau, qu'elle soit sous forme d'explosion, qu'elle soit sous forme d'attraction terrestre, l'énergie, elle est rectiligne. Et quand vous avez un moteur, par exemple, à piston, bien, vous avez un organe qui est le piston qui a une cinétique rectiligne, donc qui cohabite le plus parfaitement possible avec l'énergie, la réception de l'énergie pour aller l'accaparer. Aller en capter le plus possible. Exactement. Et ensuite, vous avez un organe qui est le vilebrequin qui vous permet d'amener cette énergie-là en rotation pour pouvoir s'en servir dans une voiture, dans la génératrice. Et entre les deux, vous avez un organe de liaison qui est une bielle. Si vous enlevez un de ces organes-là, donc vous tombez dans un moteur rotatif où on a toujours dit qu'il manque d'effet de bielle. Et là, à ce moment-là, votre piston, au lieu de travailler rectiligne, travaille en planétaire, il y a une perte d'énergie. Mais si vous le faites 2 fois, c'est-à-dire que là, vous faites simplement un rond. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites un rond? Bien, vous organisez que votre partie qui capte l'énergie, votre partie qui la redonne et votre partie qui la lie sont une seule et même partie. Et là, vous avez le maximum possible de perte d'énergie. Dans une éolienne, vous avez une force rectiligne qui rentre, elle est biaisée par l'angle de la pale, puis ensuite, cette pale-là est obligée de tourner en plus autour d'un centre. C'est complètement contraire au mouvement du vent lui-même. On en arrive à capter quel pourcentage d'énergie? On perd un premier 50 par l'angulation de la pale, un deuxième 50 par l'effet de levier qui ne donne que 50 de sa force, et un troisième 50 parce que le maximum de forme que vous pouvez avoir des pales dans un cas de figure comme celui-là, c'est un triangle, alors qu'on pourrait avoir une pale qui serait rectiligne. Et dans les éoliennes que j'ai faites, il y a beaucoup de choses qui changent. Comme par exemple, vous avez toujours cette pale-là angulaire, une perte de 50 mais après, vous avez un travail à 100 au niveau d'effet de levier sur toute la pale. Et vous n'avez pas cette deuxième perte-là. Oui. Et vous avez maintenant des pales rectangulaires, donc au maximum de surface que vous pouvez avoir, vous n'avez pas la troisième. Alors, au lieu de vous retrouver avec une énergie qui passe de 100 à 12 vous vous retrouvez d'une énergie qui passe de 100 à 50 Il n'y a pas de création d'énergie, mais cependant, il y a une limitation des pertes. Oui. Et si vous avez une machine qui vous produit 4 fois plus d'énergie, je m'excuse, je suis obligé de le dire. C'est comme si vous aviez bâti 4 barrages. Donc, ce que vous arrivez avec comme proposition, c'est de dire... Nous pourrions revoir le type d'éoliennes qu'on met, par exemple, ici, sur les terres du séminaire. Ces éoliennes-là pourraient capter 4 fois plus d'énergie. D'un côté, on produirait plus d'argent pour les Québécois et les Québécoises, et de l'autre, on aurait besoin de moins déforester, de moins impacter l'environnement, parce qu'on aurait besoin d'en installer beaucoup moins des éoliennes et beaucoup moins élevées également. Là. Vous avez totalement raison. Moi, j'en arrive à l'idée qui est la même que la vôtre. Je vais l'exprimer sur une forme symbolique. Oui. On a là un triangle. La machine, les profits et la destruction de l'environnement. Si vous avez une mauvaise machine, vous ne faites pas d'argent, ou passez, vous êtes obligé de vous fier sur le citoyen pour payer les manques à gagner, et puis vous détruisez plus. Si vous avez des bonnes machines, vous faites plus de rendement, et puis à ce moment-là, vous détruisez moins l'environnement. Dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec les machines que j'ai faites, ce qu'on fait actuellement avec l'éolien, selon moi, est complètement, mais complètement à côté du sujet. Archaïque même, là. Bien, regardez, je m'excuse, mais regardez les ordinateurs que vous aviez il y a 30 ans, les voitures que vous aviez il y a 30 ans, les frigos que vous aviez il y a 30 ans, et essayez de dire, bien, aujourd'hui, on part avec les éoliennes qu'on a là et on va avoir ça dans 30 ans. Mais c'est impensable. Moi, ce que je dis, c'est que le plan devrait plutôt, à partir des machines qu'on peut vérifier, qu'on peut tester, on devrait s'obliger à tester cela. La majorité du développement de 1 à 5 ans dans les prochaines années devrait être hydrolien. On a beaucoup plus de puissance, beaucoup moins de destruction. Dans l'éolien, quand on en garde une partie, ça nous permettrait de ne pas utiliser les plus beaux sites parce qu'on a besoin des sites où il y a beaucoup de vent, avec des éoliennes beaucoup plus performantes. Un nombre innombrable de sites s'ouvre à nous pour concurrencer avec ce qu'on a là et même le dépasser et sans briser l'environnement, mettre ça dans des environnements moins difficiles.
Ma question maintenant, ce sont des superbes idées. Vous avez fait des ébauches, des plans de toutes ces éoliennes et ces hydroliennes-là. Ça a été quoi la réception des gouvernements, des différentes entreprises énergétiques au Québec quand vous leur avez présenté ces plans-là? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à jour aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas diffusés publiquement? Moi, je déplore beaucoup qu'il n'y ait pas au Québec une société de R&D basée pour le développement énergétique. Une expertise. Je comprends que Hydro-Québec a l'IREC, mais on dit à Hydro-Québec, bien, faites des trucs pour remplacer les pylônes parce que ça a brisé dans le verglas, faites d'autres choses pour équilibrer l'énergie avec le solaire, ça, puis on les envoie dans des recherches plus pointues au niveau électrique. Moi, je dis, il faut créer une société. S'il y avait eu cette société-là, je vous donne comme exemple, moi, j'ai présenté mes premières éoliennes rectilignes à la Régie de l'énergie il y a déjà 10 ans. Oui. Les développements que moi, j'ai faits, non seulement ça m'aurait pas pris 10 ans pour les faire, des chercheurs les auraient faits en 2-3 ans. Et aujourd'hui, on les appliquerait. Vous imaginez le retard qu'on s'est fait parce qu'on n'a pas les structures. Et en plus de ça, je déplore que c'est devenu, depuis une dizaine d'années, une grosse question d'argent, et purement d'argent, et à tel point que quand vous appelez des gens, que ce soit Power Corporation, que ce soit le directeur de l'Alliance Énergie auquel j'ai parlé, que ce soit l'ancien ministre de Mme Marois, M. Breton, qui a maintenant une société pour les véhicules électriques, que ce soit, et je peux tous les nommer, et il y a toujours la même réponse. Nous, on est un fonds. On ne connaît pas ces choses-là. On a des contrats garantis et on ne peut pas toucher à ça. Mais moi, je me dis, c'est une responsabilité si on veut changer, si vous voulez, la perspective politico-sociale du développement énergétique au Québec, à savoir que depuis une dizaine d'années à peu près, on commence à privatiser sans en avoir demandé vraiment l'avis aux citoyens, privatiser Hydro-Québec. L'éolien, dans tous les cas. L'éolien. Et puis, après ça, pour un supposé nombre de compagnies qui sont sur le bureau de l'ex-ministre M. Fitzgibbon et maintenant sur la Nouvelle-Bénite, mais qu'on ne peut pas savoir. Et ça, c'est refilé après ça un petit pôle d'expertise de quelques personnes entre Hydro-Québec et le gouvernement. Et ce petit pôle d'expertise s'en vient dire le Québec va se faire comme ça. Comment un inventeur peut se faire comprendre dans une structure comme ça et dire aux gens, écoutez, la façon dont vous le faites, là, ça me semble pas approprié. Mais pas du tout. On passe d'un héritage collectif avec René Lévesque, avec M. Lesage, avec M. Landry, avec M. Parizeau, et puis là, avec des membres même de cet ancien gouvernement-là, dont notre premier ministre, on est en train de renverser ça sans aucune consultation. Et plus que ça, si ça serait que ça, mais on dirait au moins on le fait parce qu'on a tellement des nouvelles machines, on est en train de remettre le Québec à l'avant. Mais si on le fait, c'est pour avoir des machines énergivores. Là, on double le problème. Alors moi, je dis au contraire, si on veut revenir à ce qu'on était, non seulement on fait une recherche et développement, mais si on trouve quelque chose de bon, de valide dans les turbines, dans ci, dans ça, dans les éoliennes, on ne demande pas aux autres de les produire. On les produit et on les vend. On rentre aux États-Unis. On ne se fait pas rentrer dedans. On rentre aux États-Unis, nous, puis on les fournit non seulement en électricité avec des vieilles machines, on vend nos machines, on vend notre technologie, oui. Et là, à ce moment-là, au lieu de faire comme tout le monde fait, des belles grosses éoliennes dans les champs partout, on révolutionne, et là, on fait l'envie de tout le monde. Je pense que les Québécois peuvent faire ça avec des machines si on prend innovantes, qui ont été repensées, qui rapportent de l'énergie, qui détruisent moins l'environnement, et qui, peut-être politiquement, pourraient être un petit peu plus, je dirais, socialement démocratiques. Je vous remercie sur cette belle fin, M. Baudouin, d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'être venu nous rencontrer en studio. Je vous souhaite une belle journée. Bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi et à tout le monde. Le service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul a récemment accueilli une firme spécialisée en sauvetage sur glace afin de former ses pompiers à ce type d'intervention.
L'équipe de TVCO a rencontré la capitaine des pompiers Dominique Maltais afin d'en apprendre davantage sur cette activité de formation. Bonjour Dominique Maltais, merci de nous recevoir à la caserne de Baie-Saint-Paul aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, on a assisté au courant de la fin de semaine dernière à une formation du service incendie de la ville. Parle-moi un peu plus. Bien écoute, c'est une formation nautique qui va être donnée là, sur un espace de 3 ans ici à 20 membres du service incendie. À des pompiers volontaires? Oui, à des pompiers volontaires, exactement. Donc, à différents niveaux. Et ce que tu as vu en fin de semaine, c'était vraiment la formation sauvetage sur glace. Donc, c'était vraiment précisé là, particulièrement là, sur le sauvetage en hiver avec le fleuve, les glaces, les marées. Donc, c'est tous ces sujets-là là, qu'on a pu pratiquer en fin de semaine. La 138, la 362 aussi. Donc, on est tout habillé en jaune puis en rouge, c'est quand même assez pratique. Oui, hein? Fin de semaine de 3 jours de formation, différentes activités durant la fin de semaine? Oui, effectivement. On a commencé, dans le fond, par une formation théorique là, le vendredi soir. Et samedi, dimanche, là, on a fait plusieurs simulations, plusieurs pratiques là, sur les glaces. Sur le fleuve aussi, là, dans l'eau, dimanche matin, on a dû modifier l'horaire un petit peu là, pour avoir l'accessibilité à l'eau parce qu'avec les marées, bien, vous savez que des fois, l'eau, il faut aller la chercher très loin. Donc, dimanche matin, il fallait que tout le monde là, se réveille tôt pour pouvoir faire la pratique dans l'eau. Conditions hivernales qui étaient un peu particulières. On sentait qu'on était bien au Québec durant l'hiver. Oh oui, on était définitivement au Québec. Un beau -20 avec une petite brise là, du sud-ouest le dimanche matin. Donc, c'était pas très chaud, mais écoutez, on avait déjà fait l'exercice le samedi. On savait un petit peu à quoi s'attendre. C'était un petit peu nuageux aussi, donc on savait qu'on allait pouvoir enlever quelques degrés là, au niveau de la température. Oui. Donc, il fallait seulement s'habiller là, de manière appropriée là, pour faire l'exercice. Il n'y a personne qui a eu froid. Je t'avouerai qu'il c'était pas super chaud là, au niveau du visage, parce que ça reste que le visage, là, les gars qui étaient en habit de Ice Commander, qu'on appelle, là, le visage n'est pas nécessairement couvert, est en contact aussi parfois avec l'eau. Donc, ce qui faisait en sorte que c'était plus frisquet, là, mais la plupart n'ont pas eu froid et ont bien apprécié la formation. Comment ça a été reçu de la part de nos pompiers volontaires? Comment est-ce qu'ils sont ressortis de cette expérience-là? Bien, écoute, tout le monde ressort grandissant. C'est des nouvelles connaissances, savoir-faire aussi supplémentaire au niveau de nos 20 pompiers. Donc, tout le monde est très chaud à l'idée d'aller se former, d'avoir une nouvelle spécialité. Ça va s'en suivre aussi avec le maintien des acquis. Donc, ça va venir ajouter à nos formations là, mensuelles, à nos pratiques mensuelles, de nouvelles formations à faire. Donc, je te dirais que tout le monde était très enthousiaste là, face à l'idée d'être formé. Et puis, tout le monde a collaboré, avait le sourire au visage malgré le froid. Et puis, ça apporte des outils supplémentaires à notre sac à outils, des connaissances et des spécialités aussi, là, davantage au niveau de notre brigade. Est-ce que ça pourrait être amené à revenir dans 5 ans, dans 10 ans, ce type de formation-là? Comme je te disais, on va avoir la formation de base qui va toucher plusieurs types d'interventions selon les conditions climatiques et autres, comme je te disais tantôt. Mais par la suite, la formation va être acquise. Ça va être vraiment à nous d'avoir un programme de maintien des acquis pour faire en sorte que nos pompiers seront toujours aptes. Puis les connaissances, bien, s'il arrive de quoi dans 6 mois, dans 1 an, bien, ils vont se souvenir de la formation qu'on a eue en fin de semaine et de la formation qu'on va avoir aussi durant les prochains mois. Merci beaucoup, Dominique Maltais, d'avoir fait le tour de ce beau dossier avec nous ce matin. Bien, ça fait grandement plaisir. Merci à toi.